Vous êtes sur le podcast d'Equinox. Equinox est un jeune parti politique français. Il n'est pas facile de développer un programme à base de quelques caractères sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que, en plus de notre blog et notre site internet, nous avons développé ce podcast pour expliquer nos constats, nos aspirations et nos propositions politiques. Je suis Marine Chollet et je suis porte-parole du parti. Bienvenue sur le podcast d'Equinox. Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode thématique d'Equinox. Nous avons fait le choix de faire plusieurs épisodes par thématique. Ce premier épisode a pour sujet le modèle agricole. En effet, nous voulons vous détailler quel modèle agricole nous souhaitons chez Equinox, en France et en Europe. Cet épisode est lié à d'autres épisodes que vous verrez ensuite, où nous allons aborder les thèmes des revenus agricoles, du loup, des normes ou des haies. Beaucoup de sujets d'actualité. En effet, au moment où je vous parle, les agriculteurs sont en colère. Ils bloquent les routes et mettent la pression en vue du salon de l'agriculture qui arrive dans les prochains jours. Le salon de l'agriculture, c'est un rendez-vous annuel où l'on parle enfin d'agriculture en politique. Nous ne voulons pas louper ce créneau. Nous serons d'ailleurs présents et vous pourrez venir nous rencontrer. Cet épisode, ainsi que les autres épisodes liés à l'agriculture, ont été rédigés avec l'aide de Rémi. Rémi est membre d'Equinox, il est également ingénieur agronome. C'est lui qui est en charge de la politique agricole au sein d'Equinox. Nous sommes plusieurs au sein d'Equinox à avoir des formations liées à l'agriculture. C'est un sujet qui nous tient à cœur, et pour cause, c'est un vrai sujet d'actualité. C'est aussi un sujet très lié aux enjeux environnementaux. Quand je suis arrivée en école d'agro, on nous a demandé ce qu'on entendait derrière un modèle agricole. La manière la plus simple qui a été résumée par un de nos professeurs était « on parle de tout ce qui se passe entre la fourche et la fourchette ». Alors qu'est-ce qu'il se passe entre la fourche et la fourchette pour notre agriculture en France ? Pouvons-nous être satisfaits de notre système alimentaire et agricole aujourd'hui en France et en Europe ? Premier constat, le modèle agricole actuel ne nourrit pas bien et ne nourrit pas tout le monde. Au niveau mondial, c'est près de la moitié de la population qui souffre d'une forme ou d'autre de malnutrition. D'une part, c'est 2,4 milliards de personnes en insécurité alimentaire, et d'autre part, c'est une montée incroyable des maladies cardiovasculaires et de l'obésité. C'est aujourd'hui d'ailleurs le premier risque de mauvaise santé en France. Un vrai sujet de société, surtout compte tenu de notre modèle de sécurité sociale. Pourtant, on produit des produits de forte valeur ajoutée, des produits de très bonne qualité. Mais cette nourriture n'est pas accessible à tous. En France, l'aide alimentaire, c'est-à-dire les chèques alimentaires, les centres d'action sociale, les épiceries sociales et solidaires, concerne près de 7 millions de personnes et continue à croître chaque année. Ça, c'est du côté de la fourchette. On ne peut donc pas être satisfait de ce côté-là. Du côté de la fourche, c'est pas réjouissant non plus. On l'a dit, les paysans sont les premières victimes de la malnutrition dans le monde, et en France, ils ne vivent pas correctement de leur activité. Alors attention, il y a des vraies disparités au sein de la profession. Mais lorsque l'on fait des moyennes, on s'aperçoit qu'ils travaillent beaucoup. Beaucoup. Plus de 55 heures en moyenne par semaine. Et tout ça pour gagner assez peu. La moitié des agriculteurs gagnent moins de 1 300 € net par mois, c'est-à-dire moins que le SMIC. Et un quart d'entre eux n'arrivent pas à se tirer plus de 600 € de revenus nets mensuels. C'est en dessous du seuil de pauvreté. Cela peut sans doute expliquer en partie le déclin de la population agricole en France et en Europe. Or, le déclin de la population agricole, c'est tout notre système géographique et social qui est chamboulé. C'est aussi une organisation différente de notre campagne et une organisation différente de l'économie agricole. Notre système agricole est donc de plus en plus dépendant d'une main-d'œuvre étrangère, souvent peu chère, mais très précaire. Et cela à toutes les échelles du système, du maraîchage, de l'arboriculture, de la viniculture au moment des récoltes, mais également dans les livraisons, les abattoirs, les usines agroalimentaires et les supermarchés. Notre système est donc dépendant d'une main-d'œuvre étrangère et souvent précaire, mais elle est aussi et surtout très dépendante des énergies fossiles et des ressources naturelles. Pour faire fonctionner notre système alimentaire, nous avons besoin de près de 30 200 piscines olympiques de pétrole chaque année. C'est une grande partie du pétrole importé en France. Nous en avons besoin parce que notre système alimentaire et agricole est complexe. Nous avons besoin du pétrole pour la production d'intrants, des engrais, pour pouvoir produire nos produits, puis après au sein des industries agroalimentaires, et enfin au supermarché. Toute cette chaîne dépend du transport, et du transport principalement par camion. Vous pouvez d'ailleurs les voir sur la 6 entre Paris et Lyon. Ces files de camions en discontinu tout le long de la semaine. Sans camions, nous n'avons que 2 ou 3 jours de stock de consommation dans les supermarchés. D'ailleurs, nous avons eu peur pendant le Covid et nous nous sommes rués pour acheter des denrées qui étaient sur le point de disparaître.
Nous avons donc construit un système agricole complexe. Mais ce système est assez peu résilient. À la moindre crise, c'est tout le système et donc notre capacité à nourrir la population qui est mise en danger. Un exemple, tragique, est celui de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Non seulement nous avons été inquiets par les stocks de blé qui allaient rester bloqués en Ukraine, pouvant provoquer des famines de la faim dans les pays du Maghreb, dans certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Et notre système agricole français a aussi été bousculé. Cela a mis en avant la fragilité de notre approvisionnement en engrais. Ces engrais, produits dans les pays de l'Est, sont faits principalement à base de gaz russe. Du gaz russe sur lequel nous avons fait, à juste titre, un embargo. Il a donc fallu, en urgence, retrouver les moyens de produire nos engrais, et pour cela, nous sommes allés chercher du gaz venu des États-Unis, principalement du gaz de schiste, qui est 2 fois plus polluant que le gaz naturel de Russie. Enfin, contrairement aux idées reçues, l'Europe n'est pas autosuffisante. Elle importe l'équivalent de 20% de sa surface agricole tous les ans pour s'approvisionner en protéines végétales, huiles, fruits et légumes. Une autre difficulté, mise en avant par les agriculteurs ces dernières semaines, c'est celle de la concurrence déloyale. Les exploitations souffrent de la concurrence entre elles au sein d'un marché intérieur unique, ainsi que des importations intra-européennes. Cette concurrence amène les exploitations à se spécialiser, s'agrandir, à prendre des décisions court-termistes cherchant la rentabilité à tout prix. De l'autre côté, nous exportons aussi beaucoup. Nous exportons nos produits agricoles vers des pays qui structurellement ne peuvent pas être autonomes. C'est le cas par exemple de l'Égypte, du Maroc et de l'Algérie. Si l'on peut se réjouir du point de vue européen et du point de vue économique, cela pose des questions d'un point de vue global et mondial. En envoyant nos produits, issus d'une agriculture subventionnée et très productive, on crée une concurrence déloyale à ces pays qui les importent. Cela ne favorise pas la création de filières agricoles locales qui pourraient permettre de sécuriser l'alimentation. Et enfin, pour finir, notre modèle agricole impacte fortement les écosystèmes et le climat. Aujourd'hui, notre modèle, c'est 1/3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cela dérégule le climat et ce n'est pas du tout adapté au changement climatique qui nous arrive. Pour faire écho à l'actualité d'aujourd'hui, il y a une perte de sens, une fuite en avant. Nous perdons un peu la boussole de notre agriculture. Les tensions sociales montent, les agriculteurs sont en colère, ils en veulent aux écologistes. Le pouvoir d'achat est en baisse, avec une inflation record sur les denrées alimentaires. Depuis la transformation de l'agriculture au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'a jamais connu d'insécurité alimentaire sur son territoire. Pourtant, et pour toutes les raisons que nous venons d'évoquer, la sécurité alimentaire aujourd'hui s'en trouve menacée. Pour résumer cette première partie, nous pensons que notre agriculture et notre alimentation ne nourrissent pas le monde correctement. Elle ne permet pas non plus aux agriculteurs de bien gagner leur vie. Cette agriculture est aussi extrêmement dépendante des énergies fossiles et a un fort impact sur les écosystèmes et le climat. Elle est surtout peu adaptée aux nouveaux enjeux géopolitiques et aux enjeux liés au réchauffement climatique. Si le constat global est assez sombre, il ne faut pas cacher la note d'optimiste et les beaux produits que nous sommes capables de fabriquer. Je suis personnellement très attachée à tout l'ensemble de nos fromages que j'irai goûter au salon de l'agriculture. Derrière chaque fromage et derrière chaque produit agricole au sens large, il y a un paysan qui s'est mobilisé pour le fabriquer. Nous devons faire confiance à l'intelligence collective de ces hommes et de ces femmes, évidemment, qui ont façonné notre territoire et qui sont aujourd'hui en première ligne du réchauffement climatique. Ils ont déjà trouvé des solutions pour adapter notre agriculture aux enjeux géopolitiques et aux enjeux du réchauffement climatique. Pour en revenir à Equinox, et l'objet de ce podcast, quelles sont nos aspirations par rapport au modèle agricole ? Pour nous, et c'est facile de le dire, nous voulons une agriculture qui assure notre sécurité alimentaire, qui soit souveraine et résiliente. Ce que l'on entend par là, c'est d'abord la sécurité alimentaire, c'est-à-dire une population européenne qui a accès à une nourriture de qualité et de quantité suffisante. Nous souhaitons aussi plus de souveraineté, ce qui nous permettrait de sécuriser notre modèle agricole et de ne pas dépendre des pays étrangers. Enfin, nous souhaitons une agriculture résiliente. Encore une fois, ce thème est un peu dévoyé, mais ce qu'on entend derrière résilience, c'est une sécurité, une souveraineté, pour pouvoir absorber les chocs climatiques, sanitaires et géopolitiques comme ceux que nous venons de rencontrer. Une agriculture résiliente, c'est une agriculture qui nous nourrit, quoi qu'il arrive, et qui donne accès à la population des produits de bonne qualité en quantité suffisante et en qualité suffisante. Dans le détail, ça voudrait dire que ce modèle agricole permettrait 1. Une autonomie stratégique, en garantissant une autonomie alimentaire au niveau européen pour diminuer la dépendance aux exportations étrangères, et également assurer une stabilité géopolitique en exportant certains produits dans des zones à difficulté. 2.
Nous souhaitons des écosystèmes agricoles fertiles, en bonne santé et préservant la biodiversité. Ces systèmes agricoles nous permettent de stocker du carbone et ils doivent être adaptés au dérèglement climatique. Nous devons trouver les solutions et le modèle agricole qui permettra de nous nourrir dans une France et une Europe à +2, +3, +4 degrés. Enfin, nous souhaitons un système agricole rémunérateur et attractif. Nous ferons un podcast pour parler plus en détail du revenu des agriculteurs, première source de colère aujourd'hui. Ce que nous souhaitons dans le modèle agricole que nous prenons, c'est une agriculture et une alimentation qui rémunèrent. Nous voulons favoriser l'emploi agricole. Ces métiers ont du sens, ils ont une utilité publique, ils sont aussi à la base de nos économies et de nos territoires. Pour terminer, il faut vous parler des propositions que nous faisons dans le cadre de notre campagne pour les européennes. Toutes ces propositions ont été votées par les adhérents d'Equinox. Notre boussole, donc, est celle de construire un système alimentaire résilient, capable de nourrir la population, quoi qu'il arrive. Nous entendons par là face au changement climatique, face aux conflits géopolitiques, face à l'élection de Donald Trump. Cette résilience, elle doit se construire avec les agriculteurs, avec leur savoir-faire et leur connaissance du terrain. Pour ça, il faut commencer par protéger les agricultures européennes en luttant contre la concurrence des exportations. Et pour cela, il faudra revoir les traités de libre-échange qui sacrifient aujourd'hui notre agriculture. Chez Equinox, nous appelons donc à la mise en place de clauses miroirs qui permettent de conditionner l'accès du marché européen aux produits qui ont les mêmes exigences que nous. Pour ne pas créer de concurrence déloyale, nous avons voté pour l'augmentation des droits de douane sur les produits importés vers l'Europe. Cela revient à instaurer des prix minimums d'importation calculés sur les coûts de production des pays membres. Ainsi, il est nécessaire de renégocier, voire de supprimer les accords de libre-échange tels que le Mercosur, le TAFTA et le CETA. Ces accords mettent en concurrence les produits européens avec des produits étrangers ne respectant pas les mêmes normes que nous. En deuxième point, nous souhaitons relocaliser les productions stratégiques pour atteindre la souveraineté alimentaire européenne et diversifier nos territoires pour diminuer la dépendance de notre agriculture aux énergies fossiles. La production agricole européenne est aujourd'hui déficitaire en protéines végétales, en huile, en fruits et en légumes. Nous voulons relocaliser ces filières dans les pays membres. Cela permettrait à l'Union européenne de gagner en autonomie et renforcer sa souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, certaines régions agricoles sont très spécialisées. On pense notamment à l'élevage de porcs en Bretagne ou à la viticulture dans le Languedoc. Cette diversification est intéressante. Elle a permis une identification des produits avec les territoires et la création de filières de proximité. Mais elle ne doit pas se faire à outrance. Nous devons trouver des mécanismes qui permettent de diversifier la production alimentaire de ces territoires. La PAC, Politique agricole commune, et ses subventions peuvent par exemple participer à développer des légumineuses dans les régions spécialisées en céréales. La PAC, c'est un gros sujet. Nous souhaitons la réformer durablement. La PAC doit participer à soutenir davantage les pratiques agroécologiques. L'agroécologie, c'est une manière de produire en favorisant les processus naturels. Elle permet aussi de protéger la biodiversité dans les écosystèmes agricoles. Ce n'est pas qu'un vœu pieux. Des écosystèmes en bonne santé sont aussi des écosystèmes plus adaptés au dérèglement climatique. Ils stockent mieux l'eau et le carbone. Concrètement, il s'agirait d'encourager les pratiques agricoles qui diminuent le travail du sol, le labour ou le sous-solage, d'entretenir la fertilité de nos sols et de développer des infrastructures agroécologiques. On parle ici des haies, des mares, etc. Nous aurons un podcast dédié à ces questions. L'agroécologie n'a rien d'évident. Elle demande plus de travail aux agriculteurs. C'est pour cela que les risques inhérents à la transition agroécologique ne doivent pas être pris en compte par les agriculteurs eux-mêmes, mais bien par l'État et par l'Union européenne. Une transition agricole, cela dure entre 3 et 7 ans, et c'est une prise de risque majeure en termes économiques et techniques pour l'agriculteur. Nous souhaitons donc soutenir financièrement la transition vers des pratiques agroécologiques, permettre leur adoption à long terme tout en limitant le risque économique pour les exploitations. Enfin, dans la réforme de la PAC, nous souhaitons équilibrer les aides entre les petites et les grandes exploitations, pour permettre de conserver un modèle agricole à taille humaine et favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs. Chez Equinox, nous ne sommes pas technosolutionnistes. Nous croyons assez peu à l'orientation agricole portée par le gouvernement français, dans le cadre du plan France Relance 2030. Il s'appuie sur une troisième révolution qui sera numérique, robotique et génétique. Ne pas être technosolutionniste, ça veut dire que nous ne souhaitons pas miser sur les technologies du futur pour commencer notre transition. En revanche, nous sommes prêts à nous appuyer sur les technologies qui existent déjà et les initiatives qui permettent de soutenir notre agriculture. Nous souhaitons donc valoriser les techniques et les innovations permettant l'émergence d'une agriculture adaptée au réchauffement climatique et qui rémunère correctement nos agriculteurs.
Je parle ici de la méthanisation, de l'agrivoltaïsme, du low-tech ou du stockage de l'eau. Nous devons avoir une évaluation rigoureuse de ces techniques qui permettrait de développer celles qui participent à renforcer la résilience des systèmes agroalimentaires. Enfin, et pour finir, nous proposons de garantir des prix planchers aux agriculteurs pour leur assurer un revenu décent et augmenter l'attractivité de la profession. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, c'est l'objet de notre prochain podcast. Chez Equinox, nous sommes fiers de notre agriculture et de nos agriculteurs. Nous sommes aussi très attachés aux produits du terroir. En revanche, vous l'aurez compris, nous avons un regard assez sombre sur le système agricole européen actuel. Nous pensons qu'un système aussi dépendant des marchés et des intrants ne peut se faire qu'aux dépens de la santé de nos agriculteurs et de nos écosystèmes. Mais nous sommes convaincus que les solutions existent. Nous les avons d'ailleurs détaillées dans notre programme que vous pourrez retrouver sur notre site internet. À très bientôt pour le prochain podcast sur le revenu agricole. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Equinox sur l'ensemble de nos réseaux. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet partie-equinox.fr pour adhérer ou pour nous soutenir. Et puis surtout, vous pouvez partager cet épisode, le liker et l'envoyer à tous vos amis qui pourraient être intéressés. À bientôt!